Ce webinaire a pour objectif de vous aider à répondre à 3 questions. Pourquoi devenir facilitateur? Qu'est-ce qu'être facilitateur? Et qu'est-ce que la formation SFM de facilitateur en intelligence collective? Et quelles en sont les spécificités? De cette façon, on a décidé tous les 3 de créer un webinaire en 2 parties d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois que nous aurons répondu à ces questions, on vous invitera, pour ceux qui souhaitent rester, à répondre à vos questions sur la formation SFM2 que Elisabeth, André et moi serons amenés à donner à partir de mars. Mais avant ça, on aimerait vous entendre tout d'abord et vous entendre nous parler de pourquoi devenir facilitateur en intelligence collective aujourd'hui, mais de votre point de vue. Et vous vous souvenez, on vous a demandé 5 mots, on vous a demandé une image, voire une métaphore, on vous a demandé un geste. Et on a envie de vous entendre partager avec nous pourquoi finalement vous voulez devenir facilitateur en intelligence collective avec soit un mot parmi les 5, soit une image, soit un geste. Et vous verrez dans la suite du webinaire pourquoi nous utilisons cet exercice-là et quel sens il a dans ce que nous proposons ensuite. Alors, qui veut avoir la chance de commencer? Prenez la parole et partagez avec nous un de vos mots ou votre image ou votre geste. C'est difficile de... Je commence si vous voulez, c'est Martin. Alors, on y va. On t'écoute. Alors voilà, le mot que je choisirais, c'est le bonheur. Le bonheur. Voilà. Et le geste, ce serait ça. Ok. Ouais. Ok. Bon, merci. Merci. Qui continue? Bonsoir. 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 Pour moi, je dirais que le mot, c'est humain. Humain. Et ensuite, si je ne vais pas prendre un geste, mais je vais prendre quelque chose qui est sur mon bureau, la puissance du collectif. Ouais. Je n'ai pas compris ton prénom, s'il te plaît. François. Merci. François. Ok. Merci. Qui veut bien prendre la suite? Christine? Vous l'entendez, oui. Oui, on t'entend bien, Christine. Tu peux y aller. Le mot qui me vient, c'est synergie. Synergie. Et le geste, oui, voilà. Ok, merci. Qui continue? Bonsoir, moi je veux bien continuer, c'est Patricia. Patricia. Le mot que je partage, c'est émergence. Émergence. Ok, merci. Et il y a un geste, une image? Non, pas forcément. Ok. Émergence. Merci. Qui prend la suite? Bonsoir, c'est Barbara. Barbara? Oui. Tiens, je vois qu'il y en a qui sont partis là sur la liste des participants. Mon mot, ma notion, c'était navigation. C'est navigation. Navigation. Ouais. Ok. Merci, j'ai bien reçu ton mail en tout cas. Ah ok. Je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Et on va dire éviter les écueils et voilà, trouver des ressources. Ok. Ok. Navigation, éviter les écueils, trouver des ressources. Ok. Qui d'autre? J'ai pas de geste, mais je suis debout et c'est peut-être c'est ça le geste, c'est être debout, être debout, vaillant. Ouais. Être facilitateur, c'est être debout. Ouais. Merci. Bonjour, Anne-France. Le mot qui me vient à l'esprit, c'est transformation. Transformation. Et l'image, c'est pour moi, désolée, je ne l'ai pas, juste un cercle. C'est juste une évidence, c'est un cercle. Ouais. Transformation et cercle. On ne voit plus les participants sur le côté de l'ordinateur, là. Alors, vous avez différentes possibilités
en haut de la petite icône avec les vidéos, vous pouvez soit sélectionner une seule caméra, soit en sélectionner plusieurs, soit en sélectionner une en grand format. Oui, Hein. je vois que ça. Pourquoi pas. Voilà. Quelqu'un d'autre? Bon, bonsoir. Pardon. Pardon. Non, Allez-y. pardon. Bonsoir Isabelle. Isabelle? Moi, j'ai pas d'image, enfin, j'ai pas de geste, mais j'ai plutôt un mot, l'écologie. Ah, écologie. Ouais. Écologie. Ok. Plaisir de te revoir Isabelle, merci d'être là. Oui, merci. Plaisir partagé, oui, merci. Ok, merci. Qui d'autre? Du coup, j'ose plus. Vous m'entendez? Alors, oui. Plus en tout cas. Là, Mince. Là, ça y ça va est, mieux? on t'entend Cédric, mais ça grésille un Ah, peu. aïe, 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 c'est mon casque. Moi, c'était justement fluidité. Fluidité. Le mot-clé avec évidemment un espèce de vague au niveau du geste. Mhm. Après, il y avait plusieurs autres mots que j'avais notés, flow et échange notamment, et communication bien sûr. Ok, fluidité, échange, flow. Ok, la vague. Merci. Quelqu'un d'autre? Gaëlle? Gaëlle, on te voit articuler, mais je pense que ton micro est coupé peut-être. Je crois pas. Non, vous m'entendez pas? Si, ça y est, on t'entend. Bonsoir, moi l'un des mots c'est LED. LED. Et l'image ce serait le maillon d'une chaîne. Le maillon d'une chaîne. Ok. Christine, tu lèves la main? Non, non, je saluais juste Gaëlle. Salut Christine. D'accord, il y a des gens qui se connaissent ici apparemment. Ben, on travaille ensemble, oui. Ok. Est-ce qu'on a entendu tout le monde? J'ai l'impression, est-ce que tous ceux qui ont parlé ou qu'ils se taisent à jamais, comme on dit? Alors, je vais... Qui ont leur micro d'éteint. Dans les participants, il y a des gens qu'on ne peut pas entendre parce qu'ils ont leur micro qui est éteint. Ah, alors attends, quand je partage mon écran, je ne suis pas en capacité de voir la plateforme. Quand on regarde dans les participants, il y en a 6 qui ont oublié d'allumer leur micro. Ben, j'ai entendu François, j'ai entendu Cédric, j'ai entendu Gaëlle. Non, mais Barbara, l'idée c'était de ne pas faire de perturbation, donc on éteint le micro quand on ne parle pas et on le rallume quand on le fait. Voilà, c'est une façon de ne pas interférer avec l'environnement. Notre environnement n'interfère pas avec la fluidité du son dans le webinaire. Alors, je vais repartager à nouveau mon écran et je vais passer la parole à mes partenaires, Elisabeth et André. Vous les amis, si la facilitation c'était un mot ou une image ou un geste, qu'est-ce qui vous vient? Pour moi, c'est vraiment service et plus grand que. Donc, cette notion d'image d'émergence, de bonheur, énergie, émergence et être plus grand que soi ensemble. Voilà. Être plus grand que soi ensemble. Ok. Et toi, André, tu dirais quoi? Aller plus loin ensemble. Et l'image qui me vient, c'est différentes personnes qui se tiennent la main et qui forment un cercle. Ok, merci. Et toi, moi, le mot qui me vient, c'est dépasser. Je ne sais pas pourquoi c'est ça. Et l'image qui me vient, c'est un mouvement. Enfin, c'est plus un mouvement en fait. C'est pas une image. C'est le mouvement de donner, d'aller vers comme ça. C'est ce mouvement vers qui me vient là, ici et maintenant. Voilà, écoutez, en tout cas, merci. Pourquoi c'est important ce qu'on est en train de se dire, c'est que
il y a des formations à la facilitation, mais il y a une posture de facilitateur, mais elle est imprégnée de notre représentation de la facilitation. Il n'y a pas un modèle absolu du facilitateur avec un référentiel ou une police de la facilitation. Et ce que vous venez d'exprimer va donner votre coloration à votre projet et va répondre à cette question de pourquoi devenir facilitateur en intelligence collective aujourd'hui. C'est ce qui va vous animer, c'est ce qui va vous porter. Cet après-midi, je regardais les travaux de David Gordon sur les métaphores et ces métaphores sont agissantes. Si je vois la facilitation comme une vague, eh ben, j'ai déjà une coloration. Si j'entends derrière la facilitation la transformation, ben, je donne déjà une intention, une orientation à ma facilitation. Et c'est intéressant du point de vue réflexif de connaître et de se connaître en tant que facilitateur pour connaître notre style et notre sensibilité en tant que facilitateur. Et ce soir, André, Elisabeth et moi, on a vraiment envie de se positionner, c'est ce qu'on se disait juste avant de décrocher avec vous. On avait vraiment envie de se positionner non pas comme des formateurs en intelligence collective, mais plutôt comme des pairs, des gens qui ont une certaine expérience. Et on a la chance ce soir vous avez la chance d'avoir trois facilitateurs, 3 formateurs de facilitateurs avec une forte expérience de la facilitation notamment et une expérience assez variée. Et on avait envie de rendre ce webinaire assez vivant en faisant finalement un espace de partage. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter Elisabeth nous parler de son expérience et de son pourquoi devenir facilitateur, qu'elle a intitulé « De contrôleur de gestion à facilitatrice ». Elisabeth ? Merci Jean-François. Ce que j'ai vraiment envie de partager avec vous, effectivement, et avec toute personne rencontrée dans ces cursus, c'est le fait que c'est à travers nos difficultés, nos ombres, les obstacles que l'on peut traverser sur notre chemin, que l'on peut rencontrer sur notre chemin et que l'on traverse, que l'on va accéder à notre plus grand apport, à notre plus grand service que l'on peut apporter aux autres et certainement à nos plus grandes ressources et qualités. J'étais contrôleur de gestion et à un moment donné, ça a été, l'humain n'est pas regardé dans ces métiers-là, en tout cas ne l'était pas. Et il y avait toute cette dimension de comment faire plus au sein des équipes, comment générer plus de productivité, comment atteindre plus de marge. Enfin bon, vous connaissez le fonctionnement des grandes organisations. Et c'est à travers mes propres limites, mes propres difficultés que ces ressources qui m'ont amené à la facilitation ont émergé. C'était là où j'ai le plus été en crash, on va vous parler d'état coach, d'état crash, que j'ai réussi à trouver les ressources qui m'ont amené là devant vous aujourd'hui. Et quand on va vous parler de générativité, la générativité c'est quoi ? Eh bien c'est justement le fait que nos ressources, nos plus grandes réussites sont souvent mises à jour par les difficultés, par les obstacles que nous avons rencontrés. Voilà, donc passer de l'autre côté de la barrière, c'est comment maintenant je peux me mettre au service avec les ressources que j'ai pu récolter de ces années de bonheur certainement, mais de crash, de difficultés transformées. Ok, merci Elisabeth. André, qu'est-ce que tu peux partager autour du pourquoi devenir facilitateur pour toi ? Oui, donc au départ, j'ai mis actuaire, donc plusieurs d'entre vous ne savent pas ce que c'est un actuaire. Un actuaire, c'est une personne qui fait des études statistiques, des modèles économiques, etc. Donc c'est un métier qui est loin de l'humain, mais le principal de ma carrière, j'ai été manager, j'ai managé toute ma carrière et je trouve que ce métier de facilitateur m'a aussi apporté une dimension supplémentaire. Qui forcément, c'est une autre manière d'être dans l'humain, d'apporter quelque chose d'autre dans la relation, qui est plus qu'une dimension managériale. Donc aujourd'hui, en tant que facilitateur, j'anime toujours des équipes, mais avec un autre regard, avec une idée différente, avec une approche qui m'a fait aller plus loin et qui m'a donné
une autre image de moi-même que cette image de manager que j'ai eu toute ma carrière. Donc, j'ai l'impression que je suis allé plus loin et de manière plus profondément à la découverte et à l'aide des autres avec cette position haute, mais souvent cette position basse, avec ce gardien de la membrane des groupes que j'anime. Voilà. Ok, merci. Moi, je disais, mon métier de base, c'est celui d'infirmier. C'est-à-dire qu'une de mes valeurs importantes, c'est de prendre soin. Et à un moment donné de ma vie, je n'ai plus pu prendre soin. Je suis tombé gravement malade et j'avais toujours cette valeur à l'intérieur de moi. Et en même temps, je ne pouvais plus soigner parce que j'étais devenu un patient en tombant malade. Et je ressentais ce que les patients vivaient. Donc, je me suis dit, je ne peux plus soigner, mais je peux continuer à prendre soin. Et je me suis dit, je vais prendre soin des gens en leur apprenant le massage. Je vais prendre soin des gens en leur apprenant le management. En gros, j'allais leur apprendre ce que moi, je savais faire. Et là, je suis devenu formateur. J'étais formateur en massage, en toucher-massage à l'hôpital, et j'étais formateur en management à l'hôpital. Et puis un jour, je me suis dit, mais c'est génial d'enseigner aux gens, mais c'est bien qu'ils trouvent leurs propres solutions. Parce que moi, je donne des solutions assez générales, je donne des processus, je donne des méthodes, mais ce qui est vraiment important, c'est que les gens trouvent des solutions qui leur sont appropriées. Et là, je suis allé chercher le coaching. Alors, je suis devenu coach. Et puis, quand je suis devenu coach, c'était super parce que les gens trouvaient leurs solutions. Mais le problème, c'est que quand ils revenaient du coaching, ils étaient super motivés, mais leur manager, lui, il évoluait pas beaucoup. Ce qui fait qu'ils redevenaient, les résultats qu'ils avaient obtenus en coaching ne duraient pas. Et je me suis dit, non, il faut que j'apprenne à travailler la relation, pas juste les solutions individuelles, mais la relation. Alors, je suis devenu médiateur. Alors, j'ai eu mon titre de médiateur. Et puis, je me suis rendu compte à un moment donné, c'est bien que le manager et le coaché, ils travaillent ensemble pour apprendre à fonctionner ensemble, mais à un moment donné aussi, oui, mais ils font partie d'un système. Ils font partie d'un ensemble, ils font partie d'une organisation. Et là, je me suis dit, il faut que j'apprenne à travailler avec le collectif. Il faut que j'apprenne à travailler l'individuel, travailler la relation à deux, mais il faut aussi que je travaille le collectif. Il faut que j'arrive à travailler avec les groupes, avec les équipes, et c'est là où je suis devenu facilitateur. Et puis, ça ne s'est pas arrêté parce que récemment, je suis devenu superviseur. C'est-à-dire que maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la systémie. C'est tous ces groupes et tous ces systèmes ensemble. Donc, on rentre dans un univers de plus en plus complexe et c'est ça qui me passionne. Et aujourd'hui, pourquoi devenir facilitateur en intelligence collective? C'est que le facilitateur, il est un des intervenants de la complexité. Parce qu'il est… Ouais, Elisabeth ? Si tu permets, Jean-François, voilà, je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit. Par rapport à vous et par rapport, le témoignage de Jean-François l'illustre très bien, par rapport à où sont vos difficultés, où ont été vos plus grandes difficultés et quelles ressources, quels leviers pouvez-vous en sortir? C'est de là que vous allez tirer vos pépites et votre quintessence. Merci Jean-François. Alors, l'idée, c'est, comme je vous le disais, c'est nous teintons notre facilitation de notre parcours. Vous avez la chance ici d'avoir quelqu'un qui était contrôleur de gestion, Elisabeth, quelqu'un qui était actuaire, André, quelqu'un qui était infirmier. Et à la question, a-t-on besoin d'être coach pour être facilitateur? Eh bien, c'est évidemment une aide parce que vous allez apporter cette touche-là dans votre facilitation. Mais il y a des facilitateurs qui sont pas coachs et c'est une autre touche. Il y a des facilitateurs qui sont des danseurs. Il y a des facilitateurs qui sont des thérapeutes corporels. Il y a 1000 façons d'être un facilitateur. Le facilitateur, c'est celui qui aide une équipe, un groupe, une organisation à passer d'un point A à passer à un point B. Et qui invente un processus ou qui co-crée un processus avec ses commanditaires, avec les parties prenantes, pour que ce processus leur permette de passer d'un point A à un point B. Donc, tout votre parcours. Et moi, je viens d'un monde d'infirmier où j'étais fonctionnaire. Et d'apprendre, et je me suis dit au début, mais j'arriverai jamais à être facilitateur dans les organisations parce que j'ai jamais connu le privé, moi. Et en même temps, ce qui était un inconvénient et qui est devenu un atout, c'est que j'étais tellement ignorant du système privé que j'ai beaucoup appris parce que justement, je le regardais avec un œil neuf.
Donc, ce qui peut sembler un point faible dans notre parcours de facilitateur peut aussi se transformer en point fort. Et on rentre déjà dans la générativité, c'est que dans la générativité, on travaille avec des polarités. Rien n'existe en soi et des points faibles peuvent être aussi des points forts. C'est ce qui rend cette tension générative. Elisabeth ou André, vous voulez ajouter autre chose ? Oui, peut-être en complément et à l'opposé, entre guillemets. Une fois que l'on est facilitateur, on ne coach plus de la même façon. C'est-à-dire que la posture de facilitateur vient teinter tout le reste, que ce soit le coach, l'animateur, le formateur. Donc, par rapport à ta question, Patricia, effectivement, quelle est la différence entre animateur et facilitateur ? Un facilitateur est vraiment sur le processus par rapport à une intention, une direction, là où un animateur va peut-être être plus dans l'intervention avec peut-être un objectif déterminé. Dans l'absolu, le facilitateur est vraiment un gardien de la membrane, comme disait André tout à l'heure, un gardien du champ, de la relation, de l'émergence. Donc là, on va rentrer dans le détail de la formation. Dans l'absolu, ça va être vraiment… il est en capacité de contenir tout ce qui peut émerger, à la fois du côté du positif, de la lumière, entre guillemets, ou du côté des difficultés, ce qu'on appelle l'ombre, le crash. Il a cette capacité de contenance et toute son excellence est là. Là où dans les autres postures, ces compétences-là seront moins ou pas, j'ai du mal à le dire aujourd'hui, mais moins nécessaires et moins mises en évidence. Je ne sais pas ce que vous pouvez rajouter, Jean-François et André. André ? Oui. Moi, je fais toujours beaucoup coaching d'équipe, donc par cette dimension de coach. Et souvent, on me dit, c'est quoi la différence entre un coaching d'équipe et un facilitateur? Mais je trouve qu'être devenu facilitateur a encore apporté une autre dimension à ce partage ou à cette animation, à cette facilitation de groupe. Une partie, j'utilise le mot de Jean-François tout à l'heure, une partie systémique qui, en tant que facilitateur, la posture est complémentaire, mais elle permet, je pense, à une équipe, à un groupe avec lequel on travaille, d'aller encore plus loin, aussi bien dans ce qui va bien, mais aussi bien dans la part d'ombre, comme disait Elisabeth. Donc, oui. C'est une manière la dimension systémique me semble beaucoup plus importante dans le facilitateur que dans le coaching d'équipe. Et facilitation générative, on va y venir. C'est encore au-delà. Alors, je peux juste rajouter deux choses. Très honnêtement, moi, j'aime beaucoup le mot animateur parce que anima, c'est l'âme. Et quand je me définis comme facilitateur, je me définis comme quelqu'un qui met de l'âme dans les discussions et dans les groupes. Donc, je me sens profondément animateur. La différence, c'est que en tant que facilitateur, et je vais presque faire inventer un nouveau mot, c'est qu'un facilitateur, il devient consultant facilitateur d'une certaine manière, dans le sens où un animateur, il est dans l'événement et il va animer quelque chose. Mais je peux animer quelque chose qui n'a pas de direction, qui n'a pas de sens. Alors qu'un facilitateur va faire tout un travail d'ingénierie de son processus qui va permettre de passer du point A au point B et va définir le meilleur chemin possible. Quand je suis dans le chemin et que j'anime, alors je suis l'animateur de ce processus. Mais quand je suis dans cette ingénierie du processus par rapport à la vision de l'entreprise, par rapport à sa culture, eh bien à ce moment-là, je deviens véritablement un consultant facilitateur, c'est-à-dire je fais appel à mes compétences de facilitation et de lecture systémique, pour reprendre ce que disait André, pour justement bien comprendre quelle est la culture dans laquelle je me trouve, quel est le point d'arrivée qu'on vise, et que je sois capable de dessiner ou co-dessiner le processus avec mon commanditaire, c'est-à-dire que je ne vais pas le faire tout seul, je vais le faire avec eux. L'animateur, il est plus central, alors que le facilitateur, quand je pense à un animateur, il est là pour animer quelque chose avec du contenu. Le facilitateur, il est plus là pour animer un processus. En tout cas, c'est comme ça que je l'intègre dans ma posture de facilitateur. Patricia, ouais, vas-y Elisabeth. Pour moi, la différence à ce stade-là, c'est vraiment à un moment donné, le facilitateur va lâcher prise par rapport à ce qui émerge. Et c'est cette
capacité-là, cette compétence-là qui va faire la différence. Et au niveau de la facilitation générative, c'est comment dans ce qui émerge, s'il s'agit d'un crash, de l'ombre, de quelque chose de difficile, comment il va être en capacité de faire en sorte que les personnes en retirent des ressources, transforment ça. Ouais. Voilà. Ouais, c'est très important ce que dit Elisabeth dans le sens de le facilitateur. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans l'introduction, c'est un professionnel de l'émergence et de sa capacité à faire face et à accompagner l'émergence. Je ne suis pas sûr que quelqu'un qui ne soit que animateur, si les gens ne suivent pas, par exemple, mon animation, est-ce que je suis prêt à adapter mon animation? Est-ce que je suis prêt à faire face à ce qui émerge et qui n'était pas prévu? Peut-être à ce moment-là, les compétences de facilitateur deviennent peut-être vraiment une ressource intéressante à ce moment-là. Alors voilà, on avait envie en tout cas de réfléchir avec vous sur ça. Est-ce que Patricia alors AF, je comprends que j'ai compris tout à l'heure, c'était Anne. Pardon, Anne-France. Anne-France. Anne-France, est-ce qu'on a répondu à vos questions? Oui, tout à fait, moi, sur ma partie. Ok, super. Patricia? Ok, impec. Alors, je vous propose de continuer notre partage et notre échange de ce soir. Ce qu'on avait envie de vous dire, c'est que la facilitation, c'est une posture, c'est une vision du monde. Et c'est important qu'on se le dise parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de technicisation, je ne sais pas si ça existe, de la facilitation, où on fait de la facilitation une succession d'outils et on vient chercher une boîte à outils. Ma posture de facilitateur prévaut sur mes outils. Et je pense que c'est vraiment essentiel qu'en tant que facilitateur, si c'est votre projet, vous ayez à l'esprit que oui, c'est bien d'avoir des outils, mais ces outils s'enracinent d'abord dans une posture. Et cette posture, elle s'enracine elle-même dans une vision du monde. Et Elisabeth et André, j'aimerais qu'on partage avec les personnes qui sont là ce soir, qu'est-ce qui est caractéristique de la vision du monde du facilitateur, de votre posture de facilitateur. Par exemple, personnellement, il y a une phrase qui me parle beaucoup, avec laquelle je résonne beaucoup, qui est la vision à laquelle j'aspire, c'est créer un monde auquel les gens ont envie d'appartenir. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas de moi. Je crois qu'elle n'est même pas de Robert. C'est vraiment créer un monde auquel j'ai presque envie, pas auquel les gens ont envie d'appartenir, mais presque auquel j'ai envie d'appartenir. C'est-à-dire un monde plus solidaire, un monde de connexion et de soutien. Et c'est une vision du monde qui soutient ma posture parce que quand les situations en situation de facilitation se passent mal, où est-ce que je vais chercher ma ressource? Eh bien, ça s'enracine à cet endroit-là. Elisabeth, André? Alors, pour moi, c'est exactement ça. C'est créer un monde auquel nous ayons envie d'appartenir. Et aujourd'hui, je rajoute, en accédant à la meilleure version de moi-même. Quand on avance dans ces parcours, quand on avance dans ces cursus, on vous parle, nous, de spirale collaborative. On grandit tout au long de la vie. Vous savez très bien que vous n'êtes plus le même ou la même aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans ou 30 ans. Vous l'avez bien senti à travers vos vies, vos épreuves, vos réussites. Vous avez grandi. Donc, en gros, c'est comment j'accède à la meilleure version de moi-même. Et si jamais j'interviens dans une organisation et qu'une équipe n'est pas en capacité de grandir, tous les membres au même rythme, tous ensemble, comment on fait, quel levier on peut mobiliser pour les accompagner dans le fait d'accéder aux meilleures versions d'eux-mêmes. Donc voilà, c'est ça. C'est co-construire en conscience ce monde porteur de sens en accédant de façon continue à la meilleure version de nous-mêmes. Ok. André? Ajouter, c'est vrai que le mot co-construire me parle beaucoup, hein, mais c'est vrai, aider les gens à grandir et aider les personnes avec qui on travaille à avoir une autre image d'eux-mêmes. Aussi, ce qui manque souvent dans les organisations, cette idée de bienveillance qu'on peut avoir entre nous. Donc, du moment où j'essaie d'avoir une autre image de moi-même, c'est aussi regarder que les autres personnes qui sont là ont aussi une autre image et que j'ai une bienveillance par rapport
l'image que je vais recevoir ou voir des autres personnes avec qui je travaille. C'est vraiment essentiel ce que André et Elisabeth sont en train de décrire, c'est que si vous voulez devenir un facilitateur en intelligence collective, veillez à ne pas juste chercher des outils, parce que vous en aurez. André a fait un diplôme universitaire d'intelligence collective. Vous en découvrirez tout au long de la vie, mais plus ces outils s'enracinent dans votre vision du monde et viennent en résonance avec vos valeurs, avec votre posture de vie, plus ces compétences et ces outils vont trouver leur place et vous allez trouver votre style. Mais surtout, j'ai envie de vous encourager à ne pas aborder la facilitation sous l'angle de l'outil, mais bien de comment ça résonne finalement avec moi, cette notion d'intelligence collective. Parce que quand il y a ça, après les outils viennent tout seuls. C'est votre touche, c'est votre style. Nous, ça s'appelle SFM2, mais voilà, c'est d'abord une posture avant d'être un outil. Alors, service de la posture et non l'inverse. Elisabeth ? Oui, merci. Par rapport à ce que dit Jean-François, c'est tellement fondamental. On est sur de l'être, on n'est pas sur du faire. On en parle beaucoup en intervision ou à la fin d'une intervention dans une organisation. Mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Ce qui s'est passé quand il y a vraiment une tension ou une difficulté ou un conflit social ou quelque chose de cet ordre, c'est qu'à un moment donné, vous lâchez et que ce qui doit émerger, émerge. Mais ça émerge parce qu'effectivement, vous avez maîtrisé tous ces outils. Et à un moment donné, vous montez encore plus haut, vous êtes au niveau de l'être et plus uniquement du faire dans la boîte à outils. Merci. Oui, donc les outils sont du savoir-faire et ces outils, ce savoir-faire est au service du savoir-être. Alors, vous l'avez entendu, nous sommes aussi férus de ce qu'on appelle la générativité. Et ça donne une coloration et une posture évidemment un peu différente. Et on aimerait vous présenter aussi ce soir et partager avec vous en tout cas ce que c'est qu'être un facilitateur génératif. Alors, vous connaissez sûrement, vous avez entendu parler, même peut-être vécu, des forums ouverts, des World Café, vous avez entendu peut-être parler de Klaxoon, vous avez entendu parler de tous ces outils, mais la posture du facilitateur génératif nous questionne à d'autres endroits, encore une fois, que l'outil. Donc, ce n'est pas un outil. D'abord, l'approche générative, ça relève de la posture. Et je vais demander à Elisabeth de commencer à en parler parce que c'est elle qui en parle le mieux. Et donc, voilà, c'est entre guillemets, une branche de la facilitation. Elle correspond profondément à ce que tous les trois nous sommes et nous croyons profondément, à nos valeurs. C'est une valeur d'ailleurs. Et en même temps, c'est important que vous sachiez ce que c'est parce que c'est un style de facilitation et ça peut… L'objectif de cette présentation, c'est aussi de voir là où ça résonne pour vous. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? Et Elisabeth, tu peux nous dire 2 mots sur ce que c'est qu'un facilitateur génératif? Merci, oui, avec plaisir. Bon, déjà, la générativité, c'est l'idée d'accéder à quelque chose, de faire émerger quelque chose qui n'a jamais existé avant. C'est vraiment cette idée d'Einstein, la citation, on ne peut pas résoudre un problème au niveau de conscience où il a émergé précédemment. Donc, la générativité, c'est qu'est-ce que je mets en place pour permettre que ça se produise. Au-delà de ça, donc en formation, on va vous dire la générativité, vous avez une intention qui va focaliser toute votre énergie, vous vous connectez à des ressources et puis voilà, vous avancez sur le chemin. Au-delà de ça, la générativité, il nous faut de l'énergie pour la mobiliser. Donc, ça veut dire comment je suis en relation vis-à-vis de moi-même. Ça va être comment je dors, comment je mange, comment je m'alimente, est-ce que je médite, comment je prends soin de moi, comment je suis présent à moi pour être présent aux autres. Et au-delà de ça, peut-être que certains parmi vous connaissent déjà Le Voyage du héros, mené par, vous savez, ce livre d'Ilse Kiligan. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous connaissez ses parcours? Je vois des visages qui font oui. Ouais. Voilà. Donc, Le Voyage du héros, c'est comment je réponds à un appel ou comment je vais vers mon intention, vers mon objectif et même en coaching, alors qu'il y a devant moi un obstacle qui me fait peur.
Et c'est comment je suis en capacité d'accueillir cet obstacle en le transformant, en ayant vraiment à l'esprit que l'obstacle recèle en lui-même les ressources qui vont me permettre d'accéder à mon intention, d'accéder à mon prochain palier de développement. Donc et je vous assure que dans ces animations, dans ces processus, coaching génératif, facilitation générative, on est en capacité de ressentir l'obstacle et de le transformer. Voilà. Donc la générativité, c'est comment j'accède à quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Quand tout ce que j'ai fait ne marche pas, il faut bien que j'accède à autre chose. Comment je suis présent à moi pour pouvoir l'amener vers l'extérieur, donc mouvement intérieur-extérieur. Et comment je tire des ressources de mes propres ombres, des obstacles que je rencontre. Et c'est passionnant, on en parlera. Et je vous invite à extrapoler ce que Elisabeth est en train de dire à l'échelle d'une organisation. Pourquoi une organisation fait appel à nous en tant que facilitateurs? Si c'était facile, ils n'auraient pas besoin de nous. S'il n'y avait pas d'obstacle, ils n'auraient pas besoin de nous. Et ce que nous pouvons faire avec cette approche générative et cette expérience de la générativité, c'est notre capacité à rester suffisamment serein et tranquille face à l'obstacle, face à l'ombre, pour aider des organisations, des équipes à traverser la difficulté et l'obstacle dans laquelle ils sont. Et c'est vraiment ce qui fait la différence par rapport à une certaine vision du coaching d'équipe. On n'est pas là juste pour atteindre un objectif. On est là aussi pour donner de la place et accueillir ce qui est là et qu'on n'a pas envie qu'il soit là à l'échelle d'une équipe. C'est-à-dire qu'en tant que facilitateur génératif, j'ai vraiment la posture pour créer un contenant pour toutes les résistances qui peuvent émerger et qui pourtant recèlent des richesses dont parlait Elisabeth. Et ça, c'est vraiment la valeur ajoutée de la facilitation générative. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, nous sommes des aikidoka de la résistance et des obstacles. Et c'est ce qui aide nos clients à traverser et à dépasser leurs problématiques pour retrouver de l'autre côté. Quand je disais c'est passer d'un point A à un point B, si c'était facile, ils le feraient tout seuls. S'ils n'arrivent pas à passer du point A au point B, c'est qu'il y a des obstacles. Et nous, on crée de la place pour que ces obstacles soient canalisés et puissent être et danser. C'était l'intention d'Elisabeth tout à l'heure, et danser avec les obstacles pour être suffisamment serein et aider les équipes à traverser elles-mêmes ces difficultés. Et c'est là où vous comprenez l'importance de notre posture. Si je suis dans une posture de « je veux, ce sera comme ça, comme ça, comme ça », je suis pas très en phase avec l'émergence et la capacité d'un groupe à laisser, à exprimer la résistance, la difficulté. Je suis plus comme un aikidoka qui danse, qui sait vraiment être à la fois structuré et souple en même temps pour faire progresser les équipes. André ? Oui, je vais revenir sur… c'est vrai que je pense que les équipes, même les conseils d'administration et tout ça avec qui j'ai travaillé et qu'on travaille, souvent ont beaucoup de faiblesse ou de pauvreté à gérer les obstacles et très vite repartent dans des postures d'ego ou dans des postures vraiment d'attaque même l'un vis-à-vis de l'autre. Et je crois que notre force, justement, c'est cette facilité, c'est aider ces personnes, même parfois des groupes qui intellectuellement se disent et se pensent très élevés, à franchir les obstacles parce qu'ils n'en ont pas la capacité eux-mêmes et très vite ils bloquent sur ces obstacles parce qu'ils n'ont pas la générativité de passer l'obstacle et de savoir comment le franchir. Et notre but, c'est de les aider à ça. Voilà. Une des clés là que vous a donné Jean-François, c'est être en capacité de contenir. Vous êtes le contenant de tout ça. Ça veut dire ce qui marche et ce qui pourrait apparaître comme de l'ombre et de l'obstacle. Et tous les trois, donc, nous avons construit cette posture de facilitateur à partir de notre expérience de vie, notre expérience professionnelle, et en même temps, nous avons tous été formés à la méthode SFM, et c'est ce que nous allons vous présenter, d'autant plus que c'est ce que, dans un deuxième temps, nous allons vous présenter. C'est une formation qui s'appelle SFM 2, Success Factor Modeling 2. C'est une formation de facilitateurs en intelligence collective qui vous apprend à devenir des facilitateurs génératifs. Donc, l'enjeu de l'approche SFM, peut-être André, tu peux nous dire quelques mots là-dessus ?
Oui, donc c'est vraiment comme cette idée de quelle est la différence qui fait la différence. Ça, c'est vraiment aider les personnes à travailler sur leurs facteurs de réussite. Donc l'équipe, le groupe avec qui on va travailler, on va les aider à se rendre compte, parce que dans chaque équipe, il y a des facteurs de succès et c'est générer, réfléchir, acter sur ces facteurs de succès. Comment en prendre compte, parce que c'est ces facteurs de succès qui vont permettre d'aller plus loin dans ce groupe ou cette organisation. C'est créer vraiment les conditions à ces facteurs de succès en pensant, en réfléchissant avec cette résilience qui apparaît lorsqu'on est dans cette posture. Ok, merci André. Elisabeth? Par rapport à ce que dit André, je dirais que la quintessence du modèle, c'est encore une fois, il y a une structure, il y a un processus, il y a comme une colonne vertébrale, mais on ne vous donne pas un outil tout fait qui sera le même copier-coller à chaque endroit. À partir de cette colonne vertébrale, de cette architecture, vous allez contextualiser le modèle à vos environnements, aux besoins de vos équipes, et c'est ça qui en fait la force, la puissance, la quintessence, et qui fait que c'est un levier extraordinaire dans les organisations, dans tout type d'organisation. Donc, il y a... Vas-y. Oui, simplement pour vous dire que SFM, Success Factor Modeling, c'est ce qu'on appelle la modélisation des facteurs de réussite. C'est un processus qui a consisté pour Robert Dills, qui est l'inventeur de cette méthode, de modéliser des équipes qui étaient hautement performantes et d'identifier, comme on vous l'écrit là, la différence qui fait la différence. Quels sont les facteurs de réussite de ces équipes et de nous les transmettre et de vous les transmettre lors de cette formation pour que vous puissiez les partager avec ces équipes. Et vous allez avoir à la fois dans cette formation des concepts, une approche conceptuelle pour comprendre l'état d'esprit de ces équipes performantes. Ces équipes performantes ne sont pas juste des équipes performantes parce qu'elles font des choses, mais aussi parce qu'elles ont une certaine vision du monde, parce qu'elles ont une certaine posture. Et cet état d'esprit est vraiment aussi une des qualités de cette formation, c'est qu'on ne fait encore une fois pas de la facilitation, un processus basé sur des outils, mais un processus basé sur un état d'esprit. C'est, comment s'appelle-t-il, le père de la théorie U, Otto Scharmer, qui dit l'issue de la facilitation d'un événement d'intelligence collective dépend grandement de l'état dans lequel se trouve le facilitateur de cet événement. Et effectivement, si j'ai le bon état d'esprit, si l'équipe a le bon état d'esprit, alors les actions qui vont en découler, et Robert a modélisé, qu'est-ce que font ces équipes? De façon, l'objet de la modélisation, c'est de se dire, s'il y a des équipes qui fonctionnent bien, à haut niveau, eh bien, modélisons ce qu'elles font pour pouvoir le partager avec les autres. Donc, Robert a modélisé leur état d'esprit, il a modélisé aussi quelles actions ils entreprennent. Et c'est là où les outils de la facilitation SFM2 sont nés. C'est-à-dire, vous allez apprendre les outils des équipes hautement performantes. Et enfin, il a modélisé les résultats de ces équipes hautement performantes en disant, mais si cette équipe, quels sont les résultats qu'ils atteignent? Et pour atteindre ces résultats, quelles sont les actions qu'ils entreprennent? Et pour mettre en œuvre ces actions, mais quel état d'esprit elles ont? Et l'approche SFM, c'est être capable en tant que facilitateur d'intervenir à ces trois niveaux. Est-ce que je suis capable d'identifier des résultats hautement performants? Est-ce que je suis capable d'identifier des actions qui différencient mon équipe d'une autre quand elle est hautement performante? Et quel est l'état d'esprit qui va faire que mon équipe va être à un haut niveau de performance? Et à chaque fois, en fait, que vous allez apprendre, entre guillemets, un outil, cet outil consistera en un processus et mettra et touchera également votre qualité d'être, votre qualité de facilitateur et mobilisera ça dans les équipes que vous aurez face à vous. C'est ça aussi qui fait la différence de ces outils. C'est pas froid, c'est pas impersonnel, c'est pas mécanique. Même si c'est opérationnel, ça touche à l'être, à l'état d'esprit. Voilà. Et bien évidemment, vous allez quand même passer à travers un processus qui va aller crescendo
de la capacité à créer des collaborations génératives, ensuite à la capacité à modéliser ces facteurs de succès et enfin à la capacité de susciter la satisfaction des uns et des autres et des flux. Voilà. Et ça répond à la question de Barbara qui dit est-ce qu'on a besoin d'être un facilitateur averti? Vous entendez à travers notre propos que l'enjeu, c'est vraiment l'être. C'est pas vous pouvez être si vous êtes habité par une vision du monde qui vous relie à cet esprit de la facilitation, c'est plus important que si vous maîtrisez tous les outils du monde. Parce que c'est cette résonance de votre être avec l'aspiration et les valeurs que la facilitation possède qui fait que vous allez être un bon facilitateur. Donc, vous n'avez pas besoin d'être un facilitateur averti pour faire cette formation. Vous avez juste besoin de raisonner avec cette idée de créer un monde auquel les gens ont envie d'appartenir et de ce monde plus solidaire, plus connecté, plus intelligent ensemble, un monde plus innovant, un monde plus basé sur le partage. Si vous avez ces valeurs-là, vous êtes bienvenus dans cet univers-là parce que après, les outils, vous les trouverez. Et en même temps, comme on touche à l'être, il est clair que plus vous allez pratiquer, plus vous allez grandir, entre guillemets, et plus ça va vous remuer, parce qu'on a tous des choses à faire grandir. Et même nous trois ici et d'autres, on est toujours en train de découvrir, de se développer. C'est ça qui est passionnant, hein, c'est que quelque part, l'aventure ne s'arrête jamais. Oui, c'est un travail sur soi avant d'être un travail sur les autres. Ah oui, ça on l'a tous vécu, hein, et on continue. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous êtes tout seul avec vous-même, ça va, c'est pas toujours très serein, mais quand en plus vous êtes par exemple en couple, quand ensuite vous êtes dans un collectif, mais plus le collectif devient large, plus le miroir est grand. Et Elisabeth et moi sommes en train de travailler sur un modèle justement autour de ça. Et plus la claque, parfois, est grande aussi. Donc, ce qui, à l'échelle de moi à moi-même, peut sembler « oh, ça va, ça passe », déjà dans un couple, ça commence à faire écho. Et alors, dans un groupe, le miroir est tel que la claque peut être vraiment, vraiment énorme. Donc, c'est vraiment un travail sur soi. Et c'est pour ça que dans la formation, d'ailleurs, vous allez passer par une approche très expérientielle, un groupe de recherche dans lequel vous allez vivre des expériences d'intelligence collective en sous-groupe pour pouvoir parler de l'intérieur et l'avoir vécu. Donc ça nous amène… Par rapport à ce que tu as dit, Jean-François, que plus la claque était énorme, rassurez-vous, hein, parce que plus la claque est énorme, plus l'émergence, la transformation va être magnifique aussi. Hein. On ne s'arrête pas là. Hein. Ça, on a un proverbe dans notre formation qui dit plus le crash est grand, plus le cadeau est beau après, si on le traverse en tout cas. Alors, on arrive à un moment clé de notre webinaire. Comme les facilitateurs doivent vivre aussi, on fait de la formation. Et donc, pour les gens qui souhaitent en savoir plus sur la formation SFM que nous allons vous proposer, on vous invite à rester. Les 10 dernières minutes vont être consacrées à ça. Et puis pour les personnes qui ne veulent pas en savoir plus, encore une fois, sentez-vous libre de nous quitter. On peut comprendre aussi que ce soit pas le chose que vous avez envie d'entendre. Merci pour votre présence. Si en tout cas vous devez nous quitter, c'était un plaisir de partager ça et en plus pour une première avec Elisabeth et André avec vous. Mais maintenant, on va vraiment vous présenter cette formation et dans le but de voir si elle peut vous correspondre et peut correspondre à votre projet de devenir un facilitateur professionnel génératif ou un facilitateur génératif professionnel. Je vous laisse quelques instants pour les personnes qui veulent partir. On vous dit à bientôt. Sinon, on vous présente cette formation. Et Elisabeth, je te laisse la présenter. Oh oui, on peut aussi enchaîner tous les trois. Je voudrais juste poser une question peut-être avant que vous ne partiez tous. Si vous êtes d'accord pour que nous vous intégrions à nos newsletters pour les news, les formations, etc., mettez s'il vous plaît un petit oui dans le chat box. Voilà. Donc effectivement, la formation, déjà vous avez vu, elle aura lieu sur Sophia Antipolis au village Baïséa. C'est un lieu magnifique. On sait très bien dans nos cursus que l'importance des lieux les lieux sont fondamentaux, donc c'est très porteur.
Il y aura 3 modules, le premier en mars, le second en juin, le troisième en septembre. Donc, vous avez les dates sur le document. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, on va crescendo à travers le parcours. Comme l'a dit Jean-François, du début à la fin, vous allez aussi travailler en groupe projet. Ce sont des groupes projets qui ont vraiment un sens pour vous, qui doivent avoir un sens. Il y a des groupes projets qui se sont transformés en structures, en associations. Il y a des groupes qui continuent, il y a de belles émergences. On a coécrit des livres, enfin, etc. Donc, c'est un parcours opérationnel, c'est une formation action. Donc, au cours du premier module, vous allez apprendre à créer les conditions d'une collaboration générative. Il y a des fondamentaux en intelligence collective, il y a des piliers. Donc, on vous apporte tout ça. Est-ce que vous souhaitez prendre la suite, Jean-François, André? Je ne veux pas forcément… C'est comme vous voulez. Non, écoute, c'est plutôt clair. On vous propose vraiment un parcours qui est, on vous l'a dit, un parcours de travail sur vous-même à travers ces 3 modules, à travers ces 4 webinaires. C'est une formation qui est très expérientielle, c'est-à-dire que les journées sont vraiment consacrées à l'expérimentation des outils. Et les dates que Patricia et Barbara me demandent sont… excusez-moi. Les voici, je ne les vois pas. Elles sont donc, on va vous les donner. Je ne sais pas où il est. Oui, on va vous envoyer le lien tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est en mars, je crois que c'est 16 et 17 mars. Ensuite, c'est 24 et 25 juin de mémoire. Je peux vous les dire de mémoire. Je vais les vérifier là sur mon agenda. SCFM. On remet tout ça après, en tout cas, ne vous inquiétez pas. Ouais, voilà. C'est 22 et 23 juin. Donc, 16 et 17 mars. 22 et 23 juin. Et ensuite, 14 et 15 septembre. Est-ce que… voilà. Et chaque module… Alors, oui, Elisabeth ? Non, pardon, juste par rapport à ce que tu avais dit, effectivement, dans le deuxième module, c'est peut-être le module qui est le plus cognitif. On vous fait vraiment travailler à travers les 3 intelligences, cognitif, somatique et le champ, d'où ces émergences. C'est vraiment très important qu'on intervienne à ces 3 niveaux-là. Le deuxième est peut-être le plus cognitif, où vous apprenez à modéliser les facteurs de succès et où on vous apporte un outil diagnostique qui s'appelle Periceo, qui a été aussi une modélisation d'organisation qui travaille en intelligence collective. Et après ça, on vous accompagne pour monter en sagesse. Merci. Donc, c'est pour ça que si on revient, par exemple, pour vous donner vraiment la coloration de cette formation et vous en montrer un peu son identité, l'exercice qu'on vous a demandé au début, une image, un geste, 5 mots, eh bien, fait typiquement partie de ce qu'on cherche à éveiller chez chacun d'entre vous, durant et chacun d'entre nous aussi, parce que c'est jamais fini. C'est que l'approche SFM est une approche multi-intelligence où vous allez apprendre en tant que facilitateur j'ai un écho, excusez-moi. Vous allez apprendre en tant que facilitateur à utiliser toutes ces intelligences. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple. Un jour, j'ai facilité un comité de direction et je me rendais compte que plus ils se parlaient, moins on avançait. À un moment donné, je me suis dit, il faut que je les fasse dessiner. Ce qui a émergé pour moi, c'est de les faire dessiner la représentation qu'ils ont du comité de direction. Et c'était très intéressant parce que tout le monde a dessiné un terrain de foot, des joueurs de foot. Et évidemment, le dirigeant lui a dessiné une locomotive. Et les gens étaient bluffés et ils ont dit mais on comprend pourquoi ça se passe pas bien. Nous, on joue équipe et lui, il se voit comme une locomotive qui doit nous tirer en avant. Et ça a donné naissance à une discussion qu'il n'avait jamais eue jusque-là. Et on est passé par ce qu'on appelle dans ce contexte-là une intelligence métaphorique. Mais vous allez apprendre durant cette formation à utiliser l'intelligence du corps et vous allez voir comment notre corps est absolument intelligent et de manière émergente. C'est-à-dire que notre corps, on peut être vraiment dans la surprise par rapport à ce qui émerge dans notre corps. L'intelligence émotionnelle, qui est un facteur essentiel de l'intelligence collective, va être aussi un thème important de notre formation. Tout autant que l'approche cognitive, mais une approche cognitive structurée. Vous avez vu, on ne vous a pas demandé une phrase, on vous a demandé 5 mots.
Parce que ce qu'on veut pas, c'est rentrer trop là. On veut vraiment une approche intégrée. Et puis, vous allez aussi apprendre ce qu'on appelle l'intelligence du champ relationnel. C'est-à-dire que vous allez apprendre à devenir sensible à l'énergie du groupe, à ce qui se passe, qui n'est pas forcément palpable dans un groupe, mais qui fait que vous avez comme une sorte de sixième sens de ce qui se passe dans le groupe. Parce que justement, vous apprenez à sentir avec tout votre corps et avec tout votre être, et que grâce à ça, vous participez. Je vois que Barbara est énergéticienne, coach pour artistes. Voilà, donc c'est vraiment la coloration spéciale de ce travail SFM. C'est d'apprendre à formaliser, à professionnaliser des facilitateurs qui sont eux-mêmes multi-intelligents. Oui, parce la force de ces approches, c'est qu'on n'a rien inventé. On a observé ce qui marchait chez certaines personnes, dans certaines équipes, dans certaines organisations. Et voilà, Robert, d'autres, nous maintenant, l'avons modélisé et vous allez le modéliser. Donc à partir de là, c'est accessible à tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qui tombe de nulle part et dont on essaierait de se convaincre. C'est ça qui est magnifique. André ? Pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que Barbara disait. C'est vrai que la dimension systémique est aussi vraiment très importante et on la découvre au fur et à mesure du parcours. Qu'est-ce qui se passe dans un groupe, à l'intérieur de ce groupe, entre les personnes du groupe. Donc, je pense que c'est une vraie découverte, cette dimension systémique. Voilà. Alors, on arrive, il est bientôt 19h30, on arrive à un espace quelles sont les dernières questions que vous aimeriez nous poser et qui vous aideraient à savoir si cette formation est faite pour vous. Et puis ensuite, on vous libérera et puis on vous demandera, si vous voulez bien, de terminer juste par un mot. Qui puisse illustrer votre expérience de ce soir et nous apporter un feedback puisque vous êtes les pionniers, vous êtes les premiers et que on aimerait pouvoir avoir ce feedback pour améliorer ce qu'on présente et ce qu'on propose. Est-ce qu'on peut le faire par oral ? Alors, vous pouvez le faire par oral, absolument. C'est un mot ou alors peut-être une question à laquelle on pourrait répondre de façon succincte ou si ça demande un développement plus grand, eh bien, on vous contactera par téléphone. Moi, j'ai pour l'instant plutôt une question. J'ai beaucoup apprécié vos exposés. C'est un univers qui est très attirant. Tu pourrais donner ton prénom, s'il te plaît ? Je suis Barbara, pardon. Je peux remettre la caméra. Hop, non, c'est pas ça. Du coup, ma question est la suivante. Vous avez tous les trois de fortes expériences, en tout cas Elisabeth et celui qui était manager, excuse-moi, je ne me souviens pas. André. Vous avez visiblement tous les trois de fortes expériences de groupe, d'équipe, de vie en entreprise. Du coup, pour ma part, j'y vois là une structuration forte déjà préexistante pour avoir ensuite envie d'aller explorer le champ et ouvrir sur quelque chose que je nommerais plus énergétique et que vous développez très bien. Pour ma part, j'ai un parcours inverse, c'est-à-dire que j'ai travaillé essentiellement en duo, enfin face à un porteur de projet ou en création d'événements pour eux, et en soins. Et cette envie d'intelligence collective et le travail qui se fait par ailleurs dans des collectifs associatifs plutôt, on va dire, bienveillants, je me demande si, malgré tout l'intérêt que votre formation semble comporter, on n'a pas besoin, pour un profil comme le mien, d'une quelque chose de plus structurant, parce que l'entreprise il semble avoir des règles du jeu, des formats, des besoins de performance, vous avez dit aussi, qui sont... Voilà. Est-ce que SFM répond à ce genre de profil ? En ce moment, je suis en recherche de formation et je le dis très simplement. Merci. Merci. André, tu veux apporter quelque chose ? Déjà, je pense qu'on a parlé de 2 personnes, mais je pense que Jean-François était justement aussi l'exemple inverse. Hein. D'accord. Bon, voilà, et nous venons de mondes quand même très différents tous les trois. Et je pense que le fait que pour toi, tu puisses découvrir
cette dimension individuelle avant d'aller dans la dimension collective, oui, notre expérience, elle est bien entendu à votre service, mais notre rôle est aussi de s'adapter à vous et pas de commencer à déverser que ce soit nos différentes postures, mais bien de partir de l'humain, de votre posture individuelle et de t'aider à progresser à partir de cette posture individuelle. Donc, voilà. Ne sois pas effrayé par ce côté structure managériale et d'autres choses. Non, c'est au contraire. Je me suis peut-être mal exprimée. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui manque, le fait de ne pas connaître Alors, le côté managérial, ressources humaines. Pas du tout, mais je laisse parler Elisabeth. Alors, déjà, dans nos cursus, nous avons de tous les profils. Des gens qui viennent de l'entreprise, des gens qui viennent de l'éducation, des gens qui viennent d'équipe, des gens qui travaillent en individuel. Il y a vraiment tous les profils. Mon témoignage, c'est que ce parcours structurant et de contrôleur de gestion et tous ces trucs-là, il a vraiment fallu que je lâche. Et qu'à la limite, c'est ce qui me freinait au début. Donc, peut-être que les 2 ou 3 premières années, j'ai dû pratiquer pour lâcher parce qu'il fallait que… Il y avait autre chose qui m'aspirait, qui est de l'ordre, tu l'as dit, d'énergétique, enfin de toutes ces choses-là, que je n'osais pas mettre à jour et qui est, je dirais pas plus important, tout est important. Mais en tout cas, dans ces cursus-là, la dimension créative, lâcher prise, faire confiance au champ, etc., elle est fondamentale. Donc, dans l'absolu, les gens qui viennent d'informatique ou de métiers plus cerveau gauche, de façon caricaturale, cadran, etc., de ce que j'ai pu voir, en tout cas moi, dans mes cursus, ont plus de difficultés à accéder à la quintessence de ce parcours, à ce qui fait qu'on est en capacité de lâcher prise à un moment donné. Mais est-ce que les autres ont autant de résultats ? Parce que j'ai cette image que l'efficacité passe par la stratégie. Voilà. C'est une mauvaise image. Mais... Alors, je ne sais pas vous, Jean-François, André, est-ce qu'on peut dire que quelqu'un a plus de résultats qu'un autre ? J'ai du mal avec ça. Je pense que c'est une… Ouais, j'ai un avis assez clair là-dessus. C'est qu'en tant que facilitateur, je ne suis pas responsable du résultat, je suis responsable du processus. Oui. Et à moi d'être excellent sur le processus, de maîtriser cette posture, de maîtriser ces outils, mais je ne suis jamais le garant si une entreprise ou un facilitateur obtient du résultat, c'est en gros qu'il a eu la chance de tomber sur des équipes qui étaient prêtes et qui ont fait le travail et qu'il a bien mené son processus. Mais on peut pas être responsable. Entre guillemets, on a un engagement de moyens, pas un engagement de résultat. Et en tant que facilitateur, c'est vraiment mon levier. C'est pas ma connaissance de l'entreprise parce que j'y connais rien. Et justement, je trouve que SFM, par exemple, vous allez apprendre un outil qui s'appelle le cercle de réussite. C'est globalement, si aujourd'hui je l'utilise dans 80% de mes coachings et dans quasiment 100% de mes facilitations, c'est parce que c'est justement, ça structure la pensée de mon client, mais ça m'aide aussi moi à structurer ma pensée pour créer un dispositif de facilitation qui va les aider. Donc, je pense que c'est vraiment important d'être à l'aise. Et puis, je le disais l'autre jour à une amie, j'ai passé un après-midi à écouter un directeur financier me parler de choses que je ne comprenais pas, mais ça n'a aucune importance. Parce que lui, il a plein de mots qui viennent de la finance. Moi, en gros, vous me dites où vous êtes, vous me dites où vous voulez aller, et moi, je vous construis un dispositif. C'est simpliste, mais c'est vraiment une façon d'être vraiment le maître du processus et surtout de ne pas se positionner, c'est important, hein, de ne pas se positionner dans un rôle de consultant qui donne des conseils, qui dit quoi faire. Non, je suis un facilitateur. Ça, c'est aussi une posture, mais c'est un vrai apprentissage, comme le disait Elisabeth, de lâcher prise du contenu pour rentrer dans l'expérimentation du processus et de l'émergence. Et parfois, les personnes qui sont les plus,
formées ou les plus compétentes ont du mal justement parce que ça leur demande de lâcher prise de ce qu'ils savent. Mise en question. Tu disais, André? Volonté de remise en question. Bah ouais. Et c'est la merveille de ce métier, c'est que j'ai pas besoin de connaître le métier des gens, j'ai juste besoin de savoir où ils veulent aller, j'ai juste besoin de savoir où ils sont. Et ensuite, on va construire un truc qui sera de toute façon émergent, parce qu'entre ce qui est prévu et ce qui va arriver, ce sera de toute façon pas ce qu'on a prévu. Mais j'ai tenté, j'ai cherché pas mal de formations. Là, je suis en formation de cleaning qui est très, très éprouvant. J'ai tenté le design thinking et la facilitation design thinking. Et pour moi, c'était insupportable. Et j'étais obligée de me dire, bah non, tu ne pourras pas tout apprendre parce que voilà, cette méthode-là, pour moi, c'était trop, d'abord avec des mots d'entreprise, des mots très rapidement, enfin, pas d'écoute, quoi. Mais pour autant, je sais que j'ai besoin d'apprendre une structure parce que, voilà, je voulais juste témoigner de ça. Maintenant, j'arrête. Okay. Et je vous remercie beaucoup. À suivre, à suivre. Donc, je vous propose de... Oui, Isabelle? Oui. En fait, moi, j'ai des questions. Au niveau de la posture, et tout ça, moi, ça me convient tout à fait. J'adhère complètement et c'est ce que je recherche comme type de formation. Donc, ça tombe plutôt bien. Alors, moi, par contre, j'ai des interrogations sur la durée de la formation. Est-ce que c'est suffisant? Ça me paraît peu pour finalement... parce qu'il y a quand même pas mal de choses à travailler. Alors, évidemment, il y a un laps de temps entre chaque. Je pense qu'il y a un travail personnel et puis ça... Voilà, mais quand même, ça me paraît court. Et j'ai une question sur est-ce que c'est uniquement une application de la PNL? Est-ce que c'est finalement une façon de faire de la PNL? C'est une application. Voilà. Oui. Bon, j'ai 2 casquettes, SFM et tous les SFM et enseignant PNL. Donc non, ce n'est pas qu'une application de la PNL, il y a bien autre chose. Et si Robert Dills a divisé SFM, enfin a séparé entre SFM et PNL, c'est bien parce que ce n'est pas la même chose. Bien sûr que s'agissant de Robert Dills, à la base, il y a une approche PNListe, mais qui n'est pas aussi détaillée que dans un cursus de PNL. Et à l'opposé, il y a d'autres outils de découpage, de lecture, etc. qu'on va vous amener. Et bien sûr qu'entre les deux, la stratégie Disney, par exemple, tu vas l'avoir. Oui, bien sûr. Et André, qui lui a un cursus d'analyse transactionnelle, tu vois, il est là aussi en SFM. Voilà. Mais et ça suffit en durée? Est-ce que quand même, il y a une certification au bout? Comment c'est valorisé? Parce qu'il y a effectivement l'idée de l'approche professionnelle, moi ça me plaît parce qu'il faut dans du sérieux, même s'il faut lâcher prise, mais c'est quand même voilà. Donc est-ce qu'il y a un examen? Comment ça se passe? Est-ce que votre partie recherche, ça m'intéresse. Tout à fait. J'avais préparé un slide pour ça. C'est une certification internationale que vous recevez à la fin du dispositif de formation. Vous êtes évalué. C'est-à-dire que je donne cette formation actuellement à Neuchâtel et les participants m'ont dit vous dites que c'est 55 heures de formation, mais c'est beaucoup plus que ça, parce qu'il y a le groupe de travail de recherche que vous présentez devant les autres groupes. Il y a un travail de mémoire qui vous est demandé de 20 pages sur une facilitation que vous allez mener. Donc, on vous attend aussi sur cette production et sur cette maturation, j'ai envie de dire, dans votre posture de facilitateur. Donc oui, cette certification internationale, elle est exigeante, tout à fait. D'accord, ok. Bon, le travail en groupe de pairs est important. Oui, oui. Et du coup, je me permets une autre question. J'ai pas capté parce que l'endroit où ça se passe, en fait, j'ai pas entendu où ça se passait. C'est sur Sophia Antipolis dans le 06. Ah, voilà, d'accord. Ok. Toi, tu vis, on t'a vu à Paris, mais en Île-de-France, oui, moi je suis en Île-de-France, oui. Non, mais il m'avait semblé qu'effectivement c'était en province, et voilà, ok, non, mais il n'y a pas de souci. C'est une organisation, puis ça fait du bien de sortir de Île-de-France. Voilà. Prenez un jour avant et un jour après pour rester sur place. Oui,
quand on peut, oui. Bon, ok, merci. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Une dernière question peut-être à laquelle nous pourrions répondre. Moi, j'aurais une question très pratique aussi, c'est-à-dire par rapport aux dates annoncées. Je ne pense pas. Bon, là, merci d'abord pour votre présentation, très claire, voilà, précise, efficace, courte. C'est parfait. Ça change de certains webinaires qui durent 3 heures. Donc, pour ça, je vous en remercie. Mais bon, voilà, donc les prochaines dates sont proches. Voilà, il y a des agendas qui sont déjà mieux, plutôt remplis. Est-ce qu'il y a une régularité? Enfin, voilà, est-ce que c'est quelque chose que vous proposez chaque année, 2 fois par an? Enfin, comment vous fonctionnez par rapport aux ouvertures des sessions? Alors, 2 choses, c'est que déjà, il y a une régularité et ensuite, si c'est un jour d'absence, on peut rattraper. Après, si c'est 2, ça devient plus délicat. Enfin, je ne sais pas comment font mes collègues. Moi, je sais que on ne forme pas tout le temps ensemble. Moi, je sais que jusqu'à un jour, je peux rattraper. À partir du moment où la personne, effectivement, s'implique dans le groupe de travail. Ouais. Alors, pour répondre aussi à ta question, cette formation, on la donne tous les 3, 1 fois par an. Parce qu'il y a d'autres, il y a SFM1 aussi qu'on donne, et il y a SFM3 aussi qu'on donne. Donc c'est effectivement l'idée, et c'est intéressant aussi de nous renvoyer ça. Christine, merci. C'est qu'effectivement, s'il y a une vraie demande, on peut aussi multiplier ces dates et multiplier les lieux. Voilà. Après, on donne aussi la possibilité, imagine que tu loupes un jour à un endroit, on te rattrape, mais tu peux très bien aller réviser ailleurs, dans un autre des cursus qui tournent. Et est-ce qu'il y a d'autres cursus qui vont tourner moins loin que Sophia Antipolis par rapport à l'Île-de-France? Pour une fois que c'est dans le sud. Hein. Oui, alors on peut effectivement... il y a 7 formateurs qui ont été formés en France par Robert Dills et qui donnent ce cursus-là. Et on peut tout à fait, si c'est une question de date ou une question de localisation, on peut aussi vous mettre en contact avec ceux qui le font. Alors, il y en a qui sont du côté de Toulouse, il y en a qui sont du côté de... je ne sais plus où, il y a toujours le sud, évidemment. Il y a Toulouse et puis je crois, il y en a un en Belgique. Mais Paris, je ne sais pas s'il y a Paris. Mais on peut vous mettre en contact avec des gens qui seraient plus près de chez vous. Ouais. Donc, il y a un site SFM pour vous. Il n'y a pas de site SFM, c'est chaque formateur et chaque triade ou groupe de formateurs a créé donne ces formations-là. Donc ça, c'est plutôt une recherche. Mais si vous voulez, revenez vers nous et on vous donnera des noms et vous pourrez les contacter. Et quelles sont les différences entre SFM 1, 2 et 3? Alors, attends, je vais répondre physiquement. D'accord. En gros, SFM1, c'est l'entrepreneuriat, devenir entrepreneur de nouvelle génération, voilà. Okay. SFM2, c'est sur l'intelligence collective. Et SFM3, c'est sur le leadership conscient, accéder à un leadership conscient, comment je suis par rapport à moi, par rapport aux autres, à l'équipe et par rapport au monde que je veux laisser. Sachant qu'SFM3 démarre sur Sophia Antipolis par Robert Dills en octobre. Oui, ça prend la suite en fait, d'une certaine manière. Parce que, le premier jour et Jean-François et moi prenons la suite décembre et je ne sais plus. Voilà. D'accord. C'est complémentaire en fait, la 2 et la 3 sont très complémentaires, je trouve. Ben, si, ça a été pensé comme ça, c'est que effectivement les entrepreneurs de la nouvelle génération sont porteurs d'une vision pour le monde qui doit s'incarner, qui doit être soutenue par une équipe, l'intelligence collective, et qui doit s'assumer dans son leadership en étant conscient de toutes les parties prenantes, ce qu'on appelle le leadership conscient. Et donc, effectivement, ça forme un tout. Tout à fait. Et là aussi, ça bouge beaucoup individuel, c'est clair. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous vous adressions nos newsletters? Oui. Moi, oui. Vous pouvez nous le marquer, RGP. Oui, je l'avais noté déjà. Ouais. Les newsletters, c'est pour SFM2 ou c'est pour votre groupe de travail? Pardon?
les newsletters concernent tout votre groupe de travail SFM 1, 2, 3 ou bien uniquement SFR 2 SFM 2? Alors, nous faisons tout ça. C'est le cœur de notre activité, que ce soit en formation ou en consulting. C'est la dimension générative, SFM 1, 2, 3. Et forcément, en soutien ou en complément, Jean-François a créé les masterminds génératifs. Je suis enseignante PNL. Il y a l'outil diagnostic Péricéo. Donc, on présente vraiment tout ça de façon holistique et passionnante et passionnée. Bon. Écoutez, en tout cas, merci à chacun et à chacune d'être présent et d'être resté aussi tardivement. Excusez-nous pour le retard. Voilà. Pour conclure, j'ai juste envie de vous dire, souvenez-vous, la facilitation, puisque notre intention, c'était devenir facilitateur en intelligence collective. Notre intention, c'est vraiment de vous rappeler que d'abord, c'est pas une question technique, c'est pas une question d'outils, c'est une question de posture. Que cette posture s'associe à l'être et à la vision du monde que vous avez. Et dans la mesure où vous avez cette résonance avec l'intelligence collective et les valeurs qu'elle développe, vous êtes les bienvenus dans cette formation, encore une fois. Et voilà, on est à votre écoute, on est à votre service. Si vous avez des questions, vous avez besoin qu'on en reparle au téléphone pour préciser votre projet, n'hésitez pas, on est là pour ça. Ce sera avec plaisir. Merci. Elisabeth, ton mot de conclusion? Moi, c'est joie, c'est bonheur. Joie, voilà. Voilà. André? Merci. André? Voir, reconnaître des personnes nouvelles et peut-être le plaisir d'aller plus loin ensemble. Oui. Super. Merci à tous. Excellente soirée. J'ai une dernière petite question. Isabelle? Oui, une dernière petite question. Si on est intéressé par la formation, on vous le fait savoir comment? On vous envoie le mail? Vous allez envoyer un mail, comment vous faites? Alors, on va vous envoyer un mail, tu nous contactes parce que Jean-François là, a un autre rendez-vous, il est très pressé et peut-être qu'on se... Ok. Voilà, mon rendez-vous s'appelle mon rendez-vous à 9 ans et 13 ans. Donc il faut que m'en occuper. Ok, bonne soirée alors. Merci. Bonne soirée, à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.